Alors, quand et comment vous êtes-vous aperçu que votre fille était harcelée? J'ai eu 3 alertes avant de prendre conscience qu'elle était harcelée. La première, un midi, elle nous raconte lors du repas qu'elle s'est fait embêter lors d'une sortie de classe en ayant reçu plusieurs coups de pied. Bon, on lui demande pourquoi elle en a pas parlé à un adulte. Elle nous répond que c'est pas si grave que ça. On passe. Et puis la deuxième alerte un petit peu plus importante, ma fille devait rédiger un devoir par rapport une autobiographie et je lui demande de la corriger comme j'ai l'habitude. Et là, je suis stupéfaite de lire qu'elle a vécu du harcèlement dans le primaire. Donc à ce moment-là, on parle de ce qu'elle a pu vivre. Ces mots sont vraiment très forts parce qu'elle parle d'en finir. Mais on réalise toujours pas que c'est d'actualité. Et on s'en est vraiment rendu compte quand, lors d'un repas de famille, en parlant du collège, elle a éclaté en pleurs. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème. Qu'avez-vous fait alors? Alors, la première chose que j'ai faite, vu que c'était les vacances, j'ai fait un courrier au directeur du collège. Je me suis beaucoup renseignée sur Internet par rapport aux démarches qu'on pouvait effectuer. J'ai vu qu'il y avait des associations, que l'on devait prendre contact avec les parents d'élèves et contact avec le directeur. J'ai aussi tout de suite fait suivre ma fille par un thérapeute en lui demandant aussi à lui conseil sur les démarches à suivre. Qu'a fait le directeur de l'établissement du collège? Alors, le directeur nous a reçus, ma fille ainsi que mon mari et moi-même. Il a pris le temps de nous recevoir, de beaucoup discuter avec nous. Il a aussi reçu ma fille. Par contre, pour lui, c'était de la violence ordinaire. Et un autre souci se posait, c'est que ma fille ne voulait pas nommer les personnes qui la harcelaient et qu'elle était aussi convaincue que dans un collège, c'était tout à fait normal ce genre de comportement. En parlant beaucoup avec elle, au bout d'une quinzaine de jours, on a réussi enfin à avoir les noms. Et là, ça a été très 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 difficile, très long, d'avoir une réponse du collège, parce que je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte de la gravité de la situation. Ils ont quand même fini par convoquer les enfants en leur interdisant d'approcher notre fille. Et suite à cela, les choses se sont calmées. Par contre, ce que je regrette, moi, c'est que le harcèlement, au final, n'a jamais été reconnu. Le manque de réaction immédiate du collège nous a donné l'impression qu'on était coupable. En tant que parents, on s'est posé la question de savoir si on était dans le juste. Donc ça, en tant que famille, c'est un vécu très 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 difficile. Par contre, ma fille, en fin d'année, a resubi des violences d'autres enfants. Et là, je dois dire qu'ils ont réagi immédiatement. Pour moi, il est important que autant la personne qui se fait harceler soit soutenue, mais aussi que les personnes qui harcèlent, parce que si elles harcèlent, ce n'est pas sans motif, elles ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, et il est aussi important de les aider. Comment votre fille a réagi? Ma fille a réagi avec beaucoup de culpabilité. Tout est de ma faute était une phrase qu'elle nous répétait souvent. Et aussi de la colère, car nous on lui a dit en permanence de faire confiance aux adultes
Et vu le temps que cela a duré, pour elle, les adultes ne faisaient rien. Donc il y avait un énorme sentiment d'injustice. Qu'aimeriez-vous dire à d'autres parents face à une telle situation? Alors, face à une telle situation, il ne faut surtout pas rester seul. Il faut absolument se faire aider. C'est un vécu qui est très difficile pour l'enfant qui se fait harceler, mais aussi pour la famille. La nôtre a failli imploser. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne jamais douter que on est dans le juste et que les autres n'ont pas le droit de faire ça. Je me suis jamais sentie comme tout le monde. J'ai toujours eu l'impression que j'étais quelqu'un d'à part et que pour moi m'intégrer, ce serait toujours compliqué. Je suis arrivée en CM2 et mon amie était partie. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et quand j'ai essayé de m'intégrer, je me suis fait rejeter. Ce qui fait que dans la classe, tout le monde avait son copain, sa copine. Il y avait des petits groupes qui s'étaient formés et puis la classe s'entendait plutôt bien. Et à côté, il y avait moi. J'étais tout le temps toute seule. J'étais tout le temps dans des livres en train d'essayer d'apprendre des trucs sur l'espace, etc. Et j'arrêtais pas de me faire insulter parce que j'étais un peu ronde. Parce que je pensais pas comme tout le monde, j'avais pas les mêmes réactions que tout le monde et j'ai vécu ça pendant 1 an et tous les jours c'était oh t'es grosse, t'es une grosse vache, pourquoi t'es là, pourquoi t'existes et en fait un jour il y a un garçon qui est venu me voir et qui m'a dit quand on est moche comme toi on n'a pas le droit à la parole. Et cette phrase, je sais pas pourquoi elle m'a fait quelque chose, mais dans tous les cas, je me suis demandé, c'est vrai, pourquoi j'existe? S'il y a personne qui veut de moi, si je me fais insulter tous les jours, et j'ai qu'à pu être là. Au moins, je serais tranquille. Et j'ai eu l'idée d'en finir, pour comme ça, on arrêterait de m'embêter. Et en fait, je rentrais à pied. Et je me suis dit, au pire, je peux me jeter sous une voiture. Je me ferai écraser comme une crêpe. Et puis, de toute façon, avec mon poids, ça doit être facile de mourir. Ça doit pas bien être compliqué. Et je suis rentrée à la maison. Et il y a maman qui m'accueille avec un grand sourire, toute contente. Et puis, elle me dit, j'ai engagé un photographe, etc. Va bien t'habiller, va bien te coiffer, il va faire des photos de famille, ça nous fera un souvenir, etc. Et du coup, je me suis dit, au final, j'existe pour quelqu'un. J'existe pour ma famille, j'existe pour ma maman, pour mes frères et pour mon papa. Du coup, j'étais contente, je me sentais plus toute seule. Et j'ai laissé les autres m'insulter toute l'année, mais j'étais plus aussi triste qu'avant parce que du coup je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait sur cette terre. Du coup j'étais contente. Après je suis arrivée au collège. La 6e s'est bien passée, il y a rien eu de spécial. Et puis 4e, 5e, je me suis encore fait embêter parce que je pense pas comme tout le monde, parce que j'ai un style différent. Parce que j'ai pas les mêmes sujets de conversation que les autres, parce que moi le jogging Adidas c'est pas mon style, donc j'ai pas arrêté de me faire embêter, de me faire insulter. La 5e ça a vraiment été dur parce que dans ma classe j'avais pas d'amis, du coup je restais tout le temps toute seule sur le côté. On me traitait de boule à facettes, etc. On me donnait des surnoms qui étaient pas très sympas. Et j'ai essayé de m'intégrer, mais ça a pas marché. J'ai laissé l'année passer. 4e, ça a été moins dur parce que j'avais des amis dans ma classe. N'empêche que je me faisais quand même insulter tous les jours par une fille qui me rendait la vie impossible. Et j'ai laissé passer l'année. Puis je suis arrivée en 3e. J'ai commencé le grec et
dans mon cours de grec, il y avait un garçon qui, je sais pas pourquoi, il m'aimait pas, il arrivait pas à me voir. Et du coup, pour lui, c'était drôle de m'insulter tous les jours parce que j'ai un style différent. Et tous les lundis et tous les mardis à la cantine, et c'était l'enfer. J'aimais pas y aller, je voulais pas y aller. Vraiment, c'était dur. Mais en même temps, pas autant que ça, parce qu'à force, je m'étais dit que c'était normal en fait que tout le monde passait par là, que le collège c'était juste un mauvais moment à passer, que ça irait mieux plus tard, et que au pire, même si ça va pas mieux, moi j'ai ma famille qui sera toujours là, donc je les laisse parler et puis j'y prête pas attention. En plus, quand on va voir un adulte et qu'on lui dit que ça va pas, il dit tu crois ce qu'il dit, tu penses que c'est vrai, si tu penses pas que c'est vrai, ignore-le et puis tout ira bien. Donc moi c'est ce que je faisais, mais n'empêche que ces remarques ça me touchait quand même, ça me faisait mal, mais je disais rien. Et puis je sais pas pourquoi, un repas de famille, quand on a commencé à parler du collège, etc., comme quoi j'avais commencé le grec et que c'était bien parce que voilà, j'ai éclaté en pleurs parce que du coup j'ai eu toutes les insultes de ce garçon qui me sont venues en tête d'un coup, et du coup j'ai éclaté en pleurs, etc., en plein dîner de famille. Et maman, elle a commencé à s'inquiéter, à se demander qu'est-ce qui se passait, etc. Mais moi, je comprenais pas pourquoi elle s'inquiétait, parce que pour moi, c'était normal, en fait. Donc, je trouvais ma mère super bizarre. Et elle a voulu que je dénonce. Et moi, je voulais pas, parce que, de une, ça allait m'attirer encore plus d'ennuis. Et de deux, vu que c'était normal, je voyais pas pourquoi je donnerais des prénoms. Et du coup, elle a essayé de m'expliquer en long, en large et en travers que c'était pas normal de vivre ça, etc., que personne avait à vivre ça, sauf que tout le monde il le vit, donc c'était normal quand même. Et j'ai été suivie par une sorte de psy qui me disait aussi que c'était pas normal. Et à force, je me suis dit, si ça se trouve, ils ont peut-être raison, hein. C'est vrai que c'est pas cool quand même ce que j'ai vécu. Et peut-être qu'en effet, c'est pas normal, donc j'ai bien voulu dire les noms. Je les ai dit à mon directeur qui a qui a pris beaucoup de temps pour me voir juste moi ou que mes parents, etc. Et moi, j'attendais du coup que ça s'arrête, parce que j'ai enfin parlé aux adultes. Donc normalement, en principe, ça doit s'arrêter. Et le directeur a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps avant de faire quelque chose. Ma mère a dû lui réclamer plusieurs fois de faire quelque chose. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, le dire aux adultes, ça sert à rien. En fait, faudrait que je règle mes comptes par moi-même, ce qui fait que j'ai tapé ce garçon pour qu'il arrête de m'embêter. Là, le directeur a enfin voulu lui réagir. C'était pas trop tôt. J'ai pas pris de punition parce que j'avais rien fait de mal dans le fond. C'était pas ma faute, parce que s'il m'avait pas embêté, je l'aurais pas tapé. S'il y avait quelqu'un qui était dans le cas que moi, je lui dirais de pas attendre de le dire à ses parents ou à quelqu'un en qui il a confiance, parce que moi j'ai quand même attendu plusieurs années avant d'en parler, et du coup toutes ces années-là, j'ai passé à souffrir, à pleurer et à être en colère contre tout le monde, à me renfermer. Je dirais qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance, à ses parents, et en parler aussi à des adultes, même si pour moi ça a été long. Au final, je m'en suis quand même sortie, et les adultes, au final, ils ont quand même fait quelque chose pour moi.
Et puis je voulais dire aussi que si les adultes ils disent oh bah c'est pas grave, ça va aller, faut vraiment insister, leur montrer que vraiment que bah ce qu'on vit c'est pas normal, que c'est dur, que ça nous pourrit la vie, que on n'a pas à vivre ça et qu'il faut insister jusqu'à ce qu'ils se rendent compte et qu'ils fassent quelque chose. Je peux remercier cette maman et sa fille d'avoir accepté de témoigner devant vous aujourd'hui. J'appelle Monique Nassens, directrice de l'école Saint-Jean-Baptiste à Roubaix, et Frédéric Bella, directeur du collège Saint-Joseph de Waterloo, pour à leur tour témoigner. Voilà, alors bonjour à tous. Difficile de passer après un témoignage comme celui-ci. Je me faisais la réflexion en regardant cette jeune fille. Elle est de dos pour préserver l'anonymat, forcément, et puis sans doute pour libérer la parole. Et nous, lorsque dans le bureau du cadre éducatif, du directeur, nous accueillons cette parole-là, l'élève est de face, hein, et je mesure à quel point ça peut être violent aussi pour eux ce moment-là, et difficile pour les adultes. Alors, en tant que chef d'établissement, nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas des policiers, ni des psychologues, et pourtant, les directeurs d'école, de collèges, de lycées que nous sommes sont bien en première ligne. Ce type de témoignage, ce type de parole, nous devons de l'accueillir. C'est de plus en plus fréquent et on mesure à quel point c'est poignant également. Alors merci de nous laisser exprimer notre ressenti, notre vécu, notre point de vue d'éducateur. Par rapport au témoignage qu'on voulait apporter, j'avoue que moi, étant en premier degré, dans ma tête, je pensais que c'était quelque chose qui arrivait plus facilement au collège. Alors bien sûr, depuis, j'ai cheminé et je trouve que on a tendance à minimiser dans nos cours de récréation. Je crois que ça a été bien dit. On met ça sur le compte des moqueries en cours de récréation. Et vraiment, c'est important que l'on puisse travailler cela avec nos équipes. Parce que c'est quand même quelque chose de difficile. Je pense qu'on l'a bien dit avant nous, par des professionnels, et on le vit au quotidien. Et comme on disait, ça existait avant, ça existait maintenant, on en parle davantage, et maintenant on peut mettre des mots dessus, et peut-être de ce fait-là, on pourra intervenir différemment. Alors je me suis posé la question plus d'une fois en tant que directeur, quelle est la limite de mon champ d'intervention ? Lorsque deux élèves s'accrochent, dans la cour, on intervient sans hésitation. Hein, j'ai l'habitude de dire que je prends le gagnant. Et puis s'il ne s'arrête pas automatiquement, ça se finit dans un bureau et généralement il passe un mauvais quart d'heure. Quand ça se passe en dehors de l'établissement, généralement on intervient aussi parce que on ne souhaite pas vraiment qu'un sentiment d'impunité se répandent, et donc ce qui se passe au coin de la rue, même à 200 mètres du collège, on a l'habitude de s'en occuper également. Là où ça devient de plus en plus compliqué, c'est que ces nouvelles formes de violence, de harcèlement, c'est beaucoup plus insidieux. Ça se passe le soir, ça se passe le week-end, pendant les vacances, depuis la maison, très loin de notre champ d'action, forcément dans notre dos. Et dans ces cas-là, comment réagir? Est-ce que j'encourage la famille à porter plainte dans une sorte de judiciarisation systématique de notre société, à les porter plainte? Ou est-ce qu'au contraire, j'estime que l'école catholique, elle prend soin de ses élèves, et du coup, eh bien, je m'en occupe? C'est une vraie question, hein, des collègues pourrait avancer parfois que, comme la photo a été prise à l'extérieur de l'établissement, eh bien, ça nous échappe, ça ne nous regarde pas directement. C'est pourtant très délicat puisque cette photo, ces paroles, ces SMS, ils ont une incidence directe au collège. J'ai tendance à croire que, même si ce n'est pas complètement dans notre champ d'intervention, on doit s'en occuper. Alors on se pose toujours la question, mais quels sont les élèves qui sont victimes de harcèlement?
ce n'est vraiment pas simple du tout de s'en rendre compte. Il faut être extrêmement attentif, puisque moi, dans mon école, c'est arrivé, je l'ai su bien longtemps après, et on ne s'était absolument pas rendu compte de cette jeune fille qui s'était fait harceler à l'école. Et on n'avait pas assez regardé, on en a pris conscience après. Je crois que vraiment, et ça a été dit avant, pour vraiment travailler en équipe au niveau des cours de récréation, on est là, on est attentif, on ne survole pas. C'est vrai qu'on a tendance à discuter, ou un enfant vient vers vous, dit vas-y, retourne jouer, là, je vais regarder. Et puis pouf, on reparle, j'ai fait la même chose. Hein. Et on oublie d'être attentif. Et je pense que de prendre conscience, de faire prendre conscience à son équipe que tous les enfants peuvent être harcelés, que la faiblesse dont Guy Cordier parlait, eh bien, on ne la voit pas tout le temps parce que l'enfant peut sourire, l'enfant peut bien travailler. Il y a tellement des cas différents et qu'il faut vraiment être surveillé, regarder, ne pas survoler et faire attention aux enfants qui sont isolés. Bien entendu, pour les toilettes, la cantine, tout a été déjà dit. Et je pense que nous avons vraiment un travail à faire parce que c'est trop difficile de se rendre compte que quels enfants sont particulièrement harcelés. Donc c'est vraiment une attention de tous les instants. En écoutant cette maman, il y a quelques instants, on a perçu le besoin d'une réponse immédiate, d'une prise en charge. C'est compréhensible parce que lorsque nous accueillons cette première parole, en réalité, il s'est déjà passé beaucoup de choses avant, et lorsque l'abcès est crevé, lorsqu'enfin l'élève veut s'exprimer, on découvre quelque chose d'assez énorme. Et les attentes des parents sont importantes. Ça occasionne forcément une pression assez forte pour le chef d'établissement. Cette famille qui vient se confier, elle attend une réaction rapide. Alors forcément, il faut prendre en compte cette parole, l'accueillir et imaginer en équipe des solutions. Et à la fois, garder son sang-froid, ne pas se précipiter parce que parfois on peut faire plus de mal que de bien. Alors j'en viens au point suivant qui est un petit dilemme que j'ai vécu. Comment ne pas intervenir? Comment ne pas voler au secours de cet élève qui subit du harcèlement? C'est quasiment impossible. Et à la fois, au moment où j'interviens, j'ai conscience du risque de représailles, et l'élève en a conscience aussi. C'est ce qui le retient d'ailleurs dans le fait de se confier. Quand je ne suis plus là, les choses peuvent continuer. Quand l'adulte n'est pas dans la classe, eh bien, le harcèlement peut reprendre. Et du coup, lorsqu'un de nos professeurs est en difficulté, on a l'habitude de dire qu'on n'intervient pas directement devant la classe pour ne pas saper son autorité. Et parfois, je serais tenté, dans un premier temps, de ne pas voler immédiatement au secours de cet élève. C'est un petit peu difficile à dire, mais je rejoins tout à fait ce que disait le frère salésien il y a quelques instants. Ce que j'aimerais, c'est que cet élève reprenne confiance en lui. J'aimerais pouvoir armer cet élève, le rendre moins influençable, moins vulnérable, lui donner la possibilité de réagir le mieux possible. C'est compliqué, le plus souvent, on intervient. Alors c'est vrai que l'on intervient au niveau des harcelés et des harceleurs, mais aussi il ne faut surtout pas oublier les spectateurs, les témoins, ceux qui ne disent rien. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience des trois parties et n'en oublier aucun parce qu'il y a des choses à faire. Côté élève, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment la prévention. Je pense que comme dit Frédéric, quand on doit réagir à chaud, c'est difficile. On est confronté à des familles en souffrance, à des enfants, des jeunes en souffrance. Et si on pouvait essayer vraiment d'intervenir avant tout ça, de leur donner confiance, d'essayer de développer les compétences psychosociales. Dans les pays nordiques, c'est au programme. Nous, chez nous, absolument pas.
Donc on peut être aussi des innovateurs, essayer de mettre des choses comme ça en place dans nos écoles. On essaie, enfin, moi j'essaye de commencer à l'école tout simplement, et je pense que c'est vraiment rendre service aux enfants, aux élèves, aux jeunes, d'essayer de leur donner les outils pour comprendre comment ils réagissent, comme Guy Cordier nous expliquait tout à l'heure, ou le frère de Lassalien. On a plein d'outils pour lesquels on peut utiliser. Il est important aussi pour nos enseignants, enfin, moi je parle des enseignants puisque un peu l'équipe éducative également, de les former aussi. On a les parcours santé, le parcours citoyen au collège, mais tu en parleras même beaucoup mieux que moi. Mais vraiment, si on peut aussi ne pas oublier les enseignants, parce qu'on est souvent démunis face à des situations. Donc voilà, mettre en place beaucoup de prévention pour donner confiance aux enfants, pour leur donner les moyens d'avoir le moins possible de failles ou d'en être conscients, quelles que soient les failles qu'ils puissent avoir et que nous avons aussi. Alors effectivement, se former, c'est nécessaire, pas seulement informer les équipes, sensibiliser, mais véritablement se former. C'est tout l'intérêt d'une journée comme celle-ci. Le guide du ministère est très bien fait, mais il fait plus de 45 pages, et donc quand ça arrive, on n'a pas le temps, il faut gérer immédiatement. Former les enseignants, former aussi tous les personnels, au repérage d'abord de ce genre de situation. Et une évidence sans doute, ne pas rester seul dans des situations qui sont assez lourdes à porter, y compris en tant qu'éducateur ou responsable d'établissement. Alors enfin, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact sur le climat scolaire des relations humaines entre les adultes de l'établissement. On est toujours très attentif aux relations entre jeunes et adultes, et pas toujours entre les adultes de l'établissement. On évoque parfois le devoir d'exemplarité du professeur, de l'éducateur. Je pense qu'il faut encourager nos équipes à se positionner clairement en tant qu'adultes responsables et transmettre sans équivoque notre refus de la violence, du harcèlement. Une note positive peut-être, parce que tout cela n'est pas très gai, il y a un vrai sentiment d'échec quand un élève harcelé quitte l'établissement. Les choses nous échappent vraiment. Mais l'inverse est vrai aussi, on voit parfois des jeunes qui surmontent leurs difficultés et qui s'épanouissent au contact des autres, qui reprennent confiance en eux. Donc je maintiens qu'on fait un métier passionnant. Merci.